l'écho des papillons, des ailes et de l'espoir face au cancer. Rien n'arrive par hasard. Même si tu as un cancer, même si ça paraît, la situation paraît hyper négative, mais il y a forcément un truc incroyable qui va se passer derrière, c'est sûr. Tu peux pas avoir un cancer comme ça, impunément, en chier grave ta race pour qu'il n'y ait pas de raison derrière et qu'il n'y ait pas un changement. Il doit y avoir un changement, il doit y avoir quelque chose. Il y a quelque chose dans ta vie qui te convient pas. Et ça, il faut le percuter. Avant, j'étais une fille qui voyageait en avion, et après mon cancer, je suis une fille qui voyage en vélo. Ça, c'est quand même super cool. J'ai trouvé un outil qui me fait du bien, j'ai rencontré des tonnes de gens, j'ai découvert mon continent, l'Europe, qui est quand même un putain de terrain de jeu. Bonjour, je m'appelle Uriel. Uriel avec 2 ailes, comme un papillon, symbole de résilience et de renaissance. Née de mon propre parcours face à un cancer colorectal, j'ai créé L'écho des papillons, un podcast nomade réalisé à vélo et en camion. Mon but ? Recueillir sur ma route toute forme d'initiative et de parcours, source d'espoir, afin de transmettre à mon tour un peu de lumière aux personnes touchées par un cancer. Cheminez avec moi au cœur de conversations intimes et conviviales, partagées avec des hommes et des femmes qui ont transformé la maladie en force. Découvrez aussi une approche novatrice, globale et prometteuse dans le traitement du cancer, appelée oncologie intégrative. Et parce qu'être malade ne signifie pas renoncer à ses rêves, suivez-moi sur ma route dans mes réflexions et conseils personnels sur le voyage avec un cancer. Que ces dialogues et ces ressources vous aident à déployer vos ailes et dessiner votre chemin sur la voie de l'espoir et de la transformation, à l'image de la chrysalide qui devient papillon. Bon voyage sonore. Alors pour ce dernier épisode de la saison 1, j'ai eu envie d'une rencontre qui donne le sourire, mettre du mouvement et de la lumière. Et peut-être aussi du sens derrière la maladie. Mon invité d'aujourd'hui se prénomme Tata Alex et nous partageons toutes les deux une passion commune pour le cyclotourisme. Son humour autant que sa liberté de parole seront, je l'espère, comme un arc-en-ciel au beau milieu de l'hiver. Bonne escale sonore. Bonjour Tata Alex. Bonjour. Alexandra, en 2018, tu apprends que tu as un cancer du sein. Tu as alors 31 ans. S'ensuivent chimio, mastectomie, donc une ablation du sein, des opérations dans le cadre de ta reconstruction mammaire, dont la dernière date de 7 jours à l'heure où nous enregistrons cet épisode. Donc merci à toi vraiment de me recevoir aujourd'hui. En rémission depuis 5 années, tu as depuis pris plusieurs revanches sur la vie en réalisant notamment 3 épopées sur ton vélo Jeannette. D'abord, en 2020, tu réalises un Tour de France de 5200 km en 3 mois. Ensuite, en 2021, nouveau challenge, tu t'élances sur l'Eurovélo numéro 6 de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique à la Roumanie. J'adore parce que tu approuves. C'est une dame qui est très renseignée, hein, et donc elle connaît bien son sujet. Et en 2022, tu prends la direction de la Laponie et parcours l'Europe du Nord en 180 jours. Total au compteur, 23 000 km en 3 ans. C'est ça. C'est bien ça. Un magnifique pied de nez au cancer, une ode à la vie, que l'on peut découvrir en détail dans tes livres Adventures of Tata Alex. Quel accent, c'est remarquable. N'est-ce pas? Tome 1 et tome 2, hein, oui, bien sûr. Bien compris. Et tes 2 films éponymes qui sont liés au livre. Voilà, dont je mettrai les liens dans la description. Yes. Voilà, donc c'est parti. Zoom sur un drôle de papillon qui ne s'arrête plus de voler, nommé Tata Alex. Alors, Alex, pour nous mettre en bouche, la première question qui me vient à l'esprit, toi qui ne brillais visiblement pas pour tes exploits sportifs dans ta jeunesse, comment t'es venue l'idée de monter sur ton vélo Jeannette? Et pourquoi avoir choisi le vélo? Grande histoire. Donc du coup en 2018, moi je suis sous chimio, donc c'est le protocole de mon cancer en fait a démarré donc du coup par la chimio, et donc du coup je démarre par les 3 chimios les plus difficiles. En fait, sur le cancer du sein, globalement, il y a toujours, on voit toujours un petit peu les gens malades, etc. Et on les voit perdre leurs cheveux. Donc, c'est sur ces 3 premières chimios qu'on perd nos cheveux. C'est celle qui m'a rendu le plus malade, etc. Et donc, en fait, au-delà du fait d'être malade, etc., et d'être sous chimio, moi, ce qui m'a paru le plus compliqué, c'est d'être bloqué chez moi et de plus pouvoir voyager. Et comme j'étais déjà grande voyageuse avant, il a fallu très vite trouver une solution à ça. Et donc, passer les 3 chimios difficiles,
J'ai eu ensuite un protocole de 3 mois de chimio, c'est-à-dire toutes les semaines, qui était beaucoup moins violente. Ce qui m'a permis du coup de mettre en place ma nouvelle solution, c'est-à-dire d'héberger chez moi des voyageurs du monde entier. Du coup, si je peux pas voyager dans le monde, c'est le monde qui vient à moi. Et donc, c'est chez mes parents du coup que j'héberge, puisque c'est là que j'habite. Et donc, on a reçu des Américains, des Anglais, etc. Jusqu'au jour où on reçoit un Brésilien à la maison. Et c'est là que je réponds à ta question, qui arrive avec un vélo chargé de sacoches. Donc c'est comme ça que le voyage à vélo rentre dans ma vie. Par l'intermédiaire de Felipe, du coup, ce voyageur qui doit rester 4 jours à la maison et qui va rester 15 jours, puisqu'on va tomber amoureux. Lui trouve que l'esthétisme de Casper, le petit fantôme, est absolument sexy. Très bien, ça me va plutôt bien. Pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais voilà. Donc il y a une amourette qui naît avec le beau Felipe. Et puis il y a une promesse qui naît aussi de son départ, après quand il repart en direction du Brésil. Il me fait la promesse de revenir l'année suivante pour m'emmener du coup jusqu'en Roumanie sur l'Eurovélo numéro 6. Donc moi du coup je découvre ce qu'est l'Eurovélo numéro 6, qui a effectivement divers itinéraires cyclables qui existent à travers l'Europe, un peu à la star des GR pour la rando. Et voilà, et donc je me suis mise au vélo parce que Felipe faisait du vélo, mais comme je dis souvent, s'il avait fait du poney, j'aurais fait le tour d'Europe à poney, quoi. Globalement, c'est vraiment, il fait du vélo, il est amoureux de moi, mon Dieu, il est merveilleux, je le suis, je m'achète un vélo, et voilà. Et donc je m'achète mon vélo, ma bicyclette pour partir avec lui, donc ma bicyclette que j'ai nommée Jeannette, puisque j'ai acheté mon vélo avec les 1000 € que ma grand-mère m'a légué en héritage, et ma grand-mère s'appelait Janine, donc j'ai appelé le vélo Jeannette. D'accord, Voilà. c'est grâce à son leg. Voilà, son petit pécule de 1000 €, et qui en même temps beaucoup et peu. Et avec 1000 €, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait pour marquer le coup je vais pas les claquer dans des fringues ou dans des conneries, quoi. Donc là, c'est un super héritage, en fait, d'acheter un truc pour aller vivre des aventures incroyables derrière avec. C'est ça, t'aurais pas pu acheter une voiture avec 1000 €, mais par contre, le vélo, oui, quoi. Ouais. Donc ça, c'est top. Ah ouais, un vélo solide, qui plus est. Oui, c'est mieux. Ouais. Et du coup, cette amourette, donc, vous êtes partis ensemble ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Non, en fait, la promesse s'est faite en 2018, donc moi, je suis toujours sous chimio. En fait, lui, son truc à l'époque, c'est qu'en fait, il vient tous les ans en France avec son vélo. Donc, il se fait, je crois, globalement 1 mois de cours de français à Donf pendant 1 mois, etc. Et après, il explore la France à vélo en allant loger chez des gens pour pratiquer son français. Donc, son idée à lui, c'est vraiment d'apprendre le français. Donc, du coup, l'idée, c'est de revenir l'année d'après pour continuer à apprendre, etc. Sauf qu'entre-temps, il a été promu professionnellement, donc il a été obligé de rester. Il habitait au Chili, en fait. Donc, il a été obligé de rester au Chili pour pouvoir avoir un visa, machin, etc. et pas sortir du pays pendant 1 an. Donc, on arrive en 2019. De toute façon, moi, j'ai pas fini mes traitements avant fin août 2019. Donc, j'aurais pas été en état de partir pendant l'été, etc. Et puis après, on est arrivé en 2020. Et eux, en Amérique du Sud, ils sont restés confinés pendant au moins 3 ans. Enfin, ça a été un sketch, quoi. Donc, et puis surtout, après, il s'est trouvé une copine, etc. Bon, bref. Donc, du coup, on l'a jamais revu. Il est revenu. Il est jamais revenu en Europe depuis 2018, en fait. Mais on a gardé super bon contact, en fait. On est toujours en contact sur Instagram. Il a vu ce que j'ai fait. Il a vu que j'ai voyagé. Et moi, je lui ai dit, enfin, t'es le point de départ d'un truc incroyable, quoi. Tu as un chemin de résilience et c'est, en fait, t'allumes la lumière au bout du tunnel, quoi. Et ça, c'est assez énorme, quand même, quoi. Ouais. Donc, C'est vraiment une belle histoire. ouais. Ouais, c'est un ange gardien en plein milieu de l'enfer, quoi. C'est un peu fou, quoi. Enfin, je trouve que c'est vraiment. Parce que souvent, quand je raconte cette histoire, les gens me disent, oh, mais quel connard, il est pas revenu. Mais trop pas, en fait, quoi. Enfin, oui, ça aurait été merveilleux. On s'entend une fin d'histoire comme ça, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça aurait été Walt Disney. Voilà, et vivre sur un vélo dans une caravane, ou je sais pas où. Enfin, ça aurait été génial. C'est clair. Mais l'histoire, elle est quand même belle. Parce que mon histoire, elle est pas finie. Et même si j'ai fait beaucoup de voyages derrière et que j'ai rencontré beaucoup de gens, je me dis que peut-être que le vélo après va m'emmener sur encore autre chose, etc. Alors on va revenir un petit peu en arrière dans cette partie un peu que tu nommes l'enfer, pour que tu expliques quand même aux auditeurs donc quel a été ton parcours, donc le cancer que tu as eu et les soins que tu as dû. Donc moi, en fait, je suis diagnostiquée à 31 ans, donc je suis pas sur un diagnostic typique de on fait une mammo, on trouve une tumeur. Moi, en fait, globalement, il me semble, c'est ce que j'ai dans ma tête. Je crois que c'est 5 janvier 2018. Je mets mon soutif et en mettant mon soutif, je trouve une petite masse sous mon aisselle. Et en fait, le projet de l'année 2018, c'est de partir en année simple en Amérique du Sud. C'est aussi pour ça que c'est drôle que Felipe arrive dans ma vie. Le projet, c'est de partir en Amérique du Sud parce que dans ma vie d'avant, j'ai fait un tour du monde d'1 an et demi en sac à dos, toute seule, en avion. Et en fait, au premier jour de mon tour du monde, j'ai été hébergée chez un gars parce que je faisais déjà beaucoup d'hébergements chez l'habitant. C'était aussi un retour de pelle que d'héberger des gens à la maison. Et au premier jour de mon tour du monde, je rencontre un Brésilien, encore un. Décidément, il y a un truc avec l'Amérique du Sud. Il y a un truc, clairement. D'où l'intérêt de vouloir partir en Amérique du Sud. Ouais. Et je tombe amoureuse de ce gars là qui m'héberge, le Brésilien, et je reste en couple entre guillemets, plus ou moins à distance, mais bon, on reste ensemble pendant 2 ans.
C'est une histoire qui est hyper intense, etc. Qui va mal se terminer, puisque bon, il va me quitter pour une autre nana et ça va me foutre dans un état mais lamentable. Donc j'estime que ce Brésilien, Sam, est le détenteur de mon cancer. Parce que c'est lui qui appuie sur le bouton. Je pense que j'avais toutes les prédispositions pour avoir un cancer, etc. Ouais. Mais on dit souvent que dans les cancers, il y a une décharge, enfin, il y a un facteur émotionnel. Ouais. Sam, c'est mon facteur émotionnel, c'est sûr. J'ai été tellement mal, j'ai dû faire de l'EDMR, etc. pour anesthésier le cerveau. Enfin, bref, ça a été l'enfer, quoi. Donc c'est aussi drôle de se dire, putain, moi je considère que ce Brésilien est le détenteur de mon cancer et c'est un autre Brésilien qui vient allumer la lumière. C'est assez ouf, quoi. C'est clair. Je trouve ça vraiment dingue. Et enfin bref, le fait est que, bon, après cette histoire avec Sam, j'ai fait quelques allers-retours en Amérique du Sud. Je suis allée en Colombie, je suis allée en Équateur. J'aimais beaucoup voyager. Je suis allée à Cuba et j'ai eu quelques petits flirts là-bas. Et je me suis dit, non, mais il y a vraiment un truc avec l'Amérique du Sud. Donc, au début janvier 2018, je sais que je vais partir en aller simple en Amérique du Sud. Et je dis à ma mère, je pars en aller simple. Je reviendrai quand j'aurai trouvé l'homme de ma vie. C'est sûr, il est caché quelque part. Je sais pas si c'est le Brésil, l'Uruguay, le Chili, le Pérou. J'y vais, c'est sûr qu'il est là-bas, je vais le trouver. Voilà. Et donc, je trouve cette petite masse. Et je me dis, ok, pendant mon tour du monde, j'ai quand même eu 2 fois des emmerdes par rapport à un petit kyste qui m'avait bien embêté là, dans les parties génitales. Et je sais la galère que ça a pu être déjà aux Philippines, etc. Et je me dis, non, mais moi, j'ai pas du tout envie d'avoir un kyste qui explose au Pérou, je sais pas où, dans des conditions sanitaires peut-être pas ouf. Donc, je dis à mon médecin, virez-moi cette merde, que je me casse en Amérique du Sud. Et donc, bah, les lumières s'allument tout de suite. Hein. Une petite boule sous une aisselle chez une femme, honnêtement, c'est quand même hyper... c'est hyper suspicieux. Ouais. C'est... faut faire gaffe avec ce genre de truc. Bon, ça va pas louper, hein. 3 mois de diagnostic, du coup, IRM, scanner, mammo, biopsie, crac. On tombe donc sur un diagnostic de cancer du sein, du coup, hormonodépendant, en stade 2. J'ai 31 ans, et en tout cas, le protocole, il y a 7 ans, je sais que ça a un petit peu évolué maintenant, le protocole, il y a 7 ans, sur une femme jeune, c'est de faire le grand chelem. Donc, du coup, on te propose systématiquement de la chimio, l'ablation du sein, pour pas prendre de risques, les rayons, et puis après là, l'hormonothérapie pour les femmes qui ont des cancers hormonodépendants, c'est ce qui permet, en tout cas entre guillemets, de faire de l'antirécidive, c'est un comprimé quotidien. Et j'ai aussi eu de l'herceptine en injection dans les cuisses. Donc voilà, donc en fait c'est un protocole qui a duré pendant 1 an et demi finalement, quoi. Donc ça m'a quand même pas mal occupé et en fait ça m'a quand même pas mal bloqué chez moi, quoi. Et ça a été la grosse frustration. Je pense que c'est aussi pour ça que derrière, j'ai eu un besoin d'un appel d'air, de combler tout le manque qu'il y avait eu en termes de liberté, etc. Il y a eu beaucoup de frustration. Donc ça nous amène en 2019, c'est ça ? 2019, 2019, ouais. Alors, juste pour terminer sur cette partie, aujourd'hui, tu en es où avec le cancer et quelles séquelles tu gardes Mais en fait, j'ai terminé mon hormonothérapie, donc le petit comprimé dont je parlais, je l'ai terminé en avril 2024, j'en ai pris pendant 5 ans, avec les effets secondaires que certaines peuvent peut-être connaître, donc perte de la concentration, perte de la mémoire, fatigue chronique, et j'ai pas eu, il y en a qui en ont, mais il y a aussi des douleurs articulaires et musculaires. Moi, ça, j'ai pas eu. J'ai enchaîné les opérations, du coup, j'ai eu l'ablation du sein en 2018, et puis après, il y a eu 5 opérations de reconstruction, dont celle censée être dernière qui a eu lieu il y a 1 semaine. J'y crois pas trop quand je regarde mon sein, mais bon, voilà. Donc le séquel, évidemment, le plus visible, c'est évidemment le sein, hein, qui est complètement qui est meurtri. Et puis, en fait, quand ils ont coupé c'est clairement ça. Hein. En fait, il y a plus de nerfs, il y a plus de sensation. Quand tu me touches le sein, j'ai pas de sensation, j'ai rien, il y a rien qui fonctionne là-dessous. Donc voilà. Ouais. Là, on fait de la reconstruction, mais c'est évident, ils se ressemblent pas du tout, et l'un et l'autre. Moi, j'ai fait le choix de faire de la reconstruction en lipostructure, donc ça veut dire qu'on me prélève de la graisse dans les cuisses pour réinjecter, dans les cuisses et dans le ventre pour réinjecter dans le sein. Et du coup, mes cuisses, elles sont difformes, elles sont plus pareilles en fait. Je pense qu'il y a de la graisse qui a été trop prise d'un côté ou de l'autre, ou en tout cas, ça a créé des déséquilibres dans les cuisses. C'est car ça reste que l'esthétique, on s'en fout, on est vivant, mais moi qui suis quand même très complexée par mon corps depuis que je suis petite. Bon, ça en rajoute encore une couche. Et de fait, pour pas avoir trop faire d'opérations, on a réduit le sein gauche. Le sein qui était sain. Mais celui-là, on l'a réduit. Et du coup, ça sous-entend des douleurs cicatricielles hyper fréquentes. En tout cas, en effet, en termes d'image de soi... Je pensais pas que ça me... moi, j'ai toujours clamé haut et fort pendant mon cancer que j'en avais rien à foutre de perdre mon sein, que les pertes de cheveux, je m'en foutais. C'était globalement vrai, parce que ça a été aidé par ça, vraiment. Hein, pour le fait...
Quand t'as un mec qui vient qui te roule une pelle alors que t'as plus de cheveux, finalement, ça n'a pas C'est pas d'importance, quoi, finalement, voilà. Et je me suis jamais trouvée aussi féminine que quand j'avais plus de cheveux, parce que forcément, tu te maquilles plus, tu te mets des boucles d'oreilles, enfin, tu te chouchoutes un peu, donc voilà. Et j'ai toujours dit que oui, la perte du sein, ça n'avait pas été très grave. Et en fait, je me le prends un peu en retour de pelle 7 ans après. Je crois que finalement, si, ça a quand même... parce que ça fait 7 ans que je suis célibataire, il n'y a jamais eu personne depuis Felipe. Et je pense que ça joue, en fait, quoi. J'ose pas aller vers les mecs, En fait, j'ai peur de me foutre à poil, quoi. Parce que faut quand même l'annoncer, c'est quand même hyper chiant. Au fait, tu t'étonneras pas, mais tu vas peut-être être surpris, quoi. Ouais. Et moi qui suis quand même un petit peu grosse brute épaisse, quoi, tu vois, gros caractère, etc. Et ben, je découvre 7 ans après que finalement, si, ça a quand même peut-être bien eu un impact sur ma féminité, sur la manière de voir les choses et sur le célibat aussi, quoi. Je pense que ça a joué finalement, inconsciemment, je dirais. Peut-être qu'il faudra entre guillemets un peu de MDR. Oui, non, mais complètement, c'est clair. Peut-être. Ouais. Le chemin est vachement long. Et ce que je veux dire aussi, c'est que moi, du coup, je fais des conférences maintenant, mais c'est vrai que les gens me disent oui, mais maintenant ça va bien, hein, ça va. Hein. Et c'est un discours qui me saoule en fait, quoi. Parce que oui, 7 ans après, oui, ça va beaucoup mieux. Effectivement, je suis plus dans la chimio, je suis plus dans le. Et en même temps, quand t'es dans le cœur du combat, je pense que t'as pas vraiment le temps de percuter ce qui se passe. En fait, t'es tellement aller faire de la chimio, aller faire des rayons. Donc tu y vas, t'es un peu en mode zombie. Oui, d'accord, je vais y aller, machin, etc. T'es dans l'action. Puis en fait, les années qui suivent, t'es dans le. Mais tu percutes un peu tout ce qui tu t'es pris dans la gueule, quoi. Et puis je trouve que l'après est vachement plus dur, quoi. C'est ça. Après, tu sais, toute ta vie qui était aussi à remettre ou pas forcément en question, mais en tout cas à réaménager. Mais tu te tractes quand même comme une vieille valise. Et en fait, ouais. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si vous avez des gens qui ont un cancer autour de vous, faut pas s'étonner que 3-4 ans après, ça aille toujours pas forcément hyper bien et qu'on puisse être encore choqué. Ça reste un énorme traumatisme, en fait. Sans compter ce qu'on disait hors enregistrement, la peur d'une récidive. Ouais. La paranoïa de la récidive, elle est là. Voilà, mais d'un tout le cancer, temps. tout le temps. Ça bougera pas, en fait. Il y a eu tellement, puis on sait ce qu'on a vécu. Enfin, j'en parlais avec une copine il y a pas longtemps. C'est-à-dire que là, si demain on me dit, il y a encore un cancer, mais je crois qu'en fait, j'aurais encore plus peur que la première fois. Pendant des années, je me suis dit non, mais c'est bon, du coup, je sais à quoi m'attendre, puis j'ai survécu, donc il n'y a pas de raison. Mais en fait, si, en fait, t'as survécu la première fois, qu'est-ce qui te dit que tu... En fait, le petit vélo qui est dans la tête, là, celui-là, c'est un affreux Jojo, hein, vraiment. Je préfère 1000 fois Jeannette, qui est quand même plus sympa quand on part en voyage, que lui, là-haut, mais il se fait des films, mais affreux, quoi. Le vélo aide à oublier la maladie, quand même. Hein. Ouais. Ah oui, c'est clair. C'est ça. Donc, faut se donner beaucoup de joie dans le quotidien et beaucoup de passion, etc., pour pas trop ruminer, parce que des fois, ça fait un peu peur. Ce qui m'amène à faire une bonne transition, justement, sur tes voyages à vélo. On va pas tous les aborder en détail. Donc, si tu devais parler d'une seule de tes aventures à vélo, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Putain, c'est raide, ça, comme question. C'est dur, hein. C'est raidos. Peut-être la dernière, parce que c'est la plus fraîche. Puis c'est celle aussi où j'ai eu l'impression de vraiment faire un gros pied de nez à la maladie, quoi. Avant, il y a peut-être eu de l'entraînement. Puis alors, le voyage de 2020, c'est entre guillemets, j'avais pas vraiment le choix parce que c'était le Covid. Donc j'ai tourné en France parce qu'on n'avait pas le choix, en fait. On ne pouvait pas aller ailleurs. Donc voilà. Mais il était aussi hyper important, ce voyage, parce qu'il m'a permis de prendre confiance, de me rendre compte que j'étais capable de tourner en rond dans mon pays. J'ai pas pris de risque parce que médicalement, j'avais ma carte vitale. Enfin voilà. Donc c'était hyper confort. Le voyage de 2021, c'est le voyage qui a été posé avec Felipe. Donc quelque part, c'est Felipe qui m'a soufflé l'itinéraire. Donc en fait, puis en fait, c'était balisé globalement. Celui qui t'amène à la mer Jusqu'en Roumanie, ouais. Puis globalement, c'est assez balisé, donc c'est entre guillemets facile, même si le retour n'est pas du tout balisé, etc. Mais c'est un peu, ok, j'avais un projet pendant ma chimio, je suis allée au bout des choses. Celui de 2022 vers la Laponie, c'est vraiment sorti de ma tête. C'est vraiment ce dont j'ai envie, moi personnellement, et personne m'a soufflé cet itinéraire. Et puis le Nord représente un challenge sportif qui est énorme, en fait, quoi. Je veux dire, quand je me mets au vélo en 2018, j'ai déjà du mal à partir du Vélociste où j'ai acheté mon vélo. Rien que de faire le Vélociste jusqu'ici, il y en a peut-être 15 bornes. Mais on dirait une gogole, quoi. On dirait un gamin de 6 ans sur un vélo, quoi. Une côte, ça me fout des angoisses. J'ai peur de m'arrêter au feu rouge, je vais pas être capable de redémarrer. Enfin, attends, là, tu parles, pardon, au début. Au tout début, à l'achat de Jeannette, le premier jour de Jeannette. Ouais. Mais c'est un sketch, quoi. J'ai pas fait de vélo depuis 15 ans, donc panique à bord, comment on fait pour pédaler, comment on fait pour freiner, enfin, mais tout est compliqué, quoi. Mais là, avec tes bagages, ou tu t'en Non, mais sans bagages. Là, je sors littéralement du magasin, je viens d'acheter Jeannette, j'ai pas de bagages, j'ai rien. Et rien que ça, c'est compliqué. Donc, se retrouver
on est quoi, 4 ans après, à partir en se disant, ok, je vais vers l'Irlande. Bim, la meuf, elle prend son vélo, elle se casse en Irlande avec du vent de face en continuité, des côtes en continu, Pays de Galles, de la flotte tout du long. La Suède, on se retrouve dans des forêts à n'en plus finir, avec plus d'humains à l'horizon. Enfin, pour moi, c'est vraiment le voyage de tous les défis et puis avec à la clé aussi un rêve d'enfant accompli d'aller voir le Père Noël, quoi. C'est aussi chouchouter son enfant intérieur, qui a été hyper malmené, donc... Ah oui, je n'avais pas vu ça sous cet angle-là. Cette envie d'aller voir le Père Noël, de dire bonjour au Père Noël, oui, en effet. Il y a ça. Il y a aussi, parce que mes neveux m'ont dit, on sait que le Père Noël c'est toi, on sait que c'est toi qui achètes les cadeaux. C'était la joke, un peu de leur dire, tiens, tu vas voir s'il n'existe pas, je vais y aller avec Jeannette. C'était un peu le défi. Oui. Mais dans le fond, le vrai truc, c'est vraiment que j'ai réalisé un rêve d'enfant, que moi, la petite Alex, qui n'a pas rêvé de rencontrer le Père Noël, quoi, quand il était tout petit. Et la preuve, j'en suis reparti de ce village du Père Noël en ayant 4 ans et demi dans ma tête, en me disant, mais putain, mais le mec, il existe vraiment, en fait, c'est un truc de fou. Enfin, moi, tu m'as fait complètement marcher dans la machine, là. Alors, parce que quand tu arrives là-bas, du coup, il y a un village de Père Noël. Il n'y en a pas qu'un, d'ailleurs. C'est une machine commerciale, il y en a 3, même, je te dirais. Mais bon, il y en a qu'un qui est ouvert en plein été au mois d'août. Et le gars est là, quoi. Le gars est là en plein mois d'août. Alors après, il y a plein de trucs qui sont fermés. Évidemment, c'est mieux d'y aller l'hiver avec la neige, les chiens de traîneau et tout le bordel. Le restaurant de la Mère Noël est ouvert, donc c'est super. T'es à vélo, quoi, quand même. Donc voilà. Mais ouais, en fait, t'as une... Bon, après, c'est une machine commerciale, mais tu peux aller le voir, etc. Et en fait, il y a toute une machine qui est un peu rodée avec les elfes qui viennent un petit peu te sonder avant. Alors, tu t'appelles comment? Tu viens de quel pays? T'as eu quoi l'année dernière? Et du coup, quand t'arrives, bon, ils ont tout balancé au Père Noël. Et quand t'arrives face au Père Noël, le Père Noël te dit, ah, Alexandra, quelle joie de te revoir. Est-ce que ta sacoche t'a plu? Toi, t'es là. Quoi? Il est trop fort, c'est super. Enfin, tu vois, moi j'ai 37 ans, je trouve ça génial. Imagine-toi le gamin qui a 5 ans qui arrive et qui est là, c'est super. Non, moi je trouve que franchement c'est une machine à rêve et j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit non mais c'est hyper commercial, c'est naze. Question de point de vue. Moi j'ai trouvé ça mais incroyable. Bien sûr, ils demandent de la thune derrière. Hein. Il faut bien que les gens vivent. Les elfes, tu crois qu'ils vivent comment? C'est pas la vraie magie du Père Noël. Il faut bien que ces gens-là vivent, mais en tout cas, ils font rêver les gens, ils font rêver les petits-enfants aussi, c'est exceptionnel, quoi. Donc, si tu avais à choisir un pays dans tout ton parcours, t'as traversé donc sur ton dernier périple 16, non combien? 17, je crois, ouais. C'était l'autre d'avant 16. L'autre, je dois être à 15 et là, je dois en avoir 2 de plus, mais oui, enfin bon, globalement, une quinzaine, quoi. Ouais, mais t'es pas parti donc de la Laponie pour faire du nord au sud? Je suis parti de la maison. T'es parti de la maison. Comme à chaque fois. Et en fait, ton circuit, il s'est fait, tu l'avais prévu avant ou L'idée, c'est d'aller en Laponie. C'est l'objectif principal, je vais en Laponie. Mais effectivement, j'aurais pu faire plus direct. Hein. J'aurais pu partir clac en direction de Le Mans, Paris, l'Allemagne, crac et en ligne directe. Moi, l'idée, c'est de me faire plaisir. Ça reste du cyclo-tourisme. Et donc, du coup, je suis jamais allé en Irlande. Merveilleux, on va finir le canal d'Anse-Brest et on se casse vers l'Irlande pour aller voir un petit peu comment c'est fait, etc. Donc, je fais une semaine en Irlande. Puis après, je passe par le Pays de Galles et l'occasion de retourner à Londres. Je suis pas allée depuis 15 ans, j'étais étudiante à Londres. Donc là, je suis retournée à Londres en vélo. Je me suis dit, mais quelle conne, putain, quand je pense qu'on se déplaçait en métro ou en bus, mais on est vraiment trop con. Putain, Londres à vélo, c'est génial, quoi. Donc voilà, repartir en Angleterre. En fait, c'est vraiment du kiff. Oh tiens, je suis jamais allée là. Bah tiens, je vais y aller. Enfin, vraiment, il y a des trucs. Par exemple, typiquement, le retour. Je passe par les pays baltes et je passe en Pologne. Il y a rien de logique, quoi. En Pologne, je descends à Varsovie. J'aurais pu aller tout droit. Enfin, sachant que je redescendais vers l'Italie. Après, l'idée, c'est vraiment de faire du nord au sud en traversant la Toscane. Donc, de la Pologne, j'aurais pu descendre, effectivement, Varsovie, République tchèque et crac, tracer une ligne droite. Ah bah non, j'ai pas été à Berlin, bah tiens, je vais y aller. Et du coup, je me rajoute quasiment 1000 bornes de plus pour retraverser la Pologne, mais pas en ligne droite parce que je descends quand même au sud, puis après je remonte au nord pour visiter plein de trucs en fait, quoi. Il y a rien de logique dans mes itinéraires, il y a que du kiff, quoi. Ah ok, je veux visiter. Ouais. La logique c'est celle-là. La logique, c'est la logique du kiff, ouais. C'est vraiment, c'est quand même génial. Ouais. Et puis il y a du temps en fait. Ouais. Oui, t'avais pas de date de retour ou pas ou... En fait, le seul temps que j'ai qui est limité, c'est l'hormonothérapie. J'ai que 6 mois maximum de délivrance par la Sécu en une seule fois. Du coup, au bout de 6 mois, je suis obligée de retourner chercher mes médocs, quoi. La seule limite, elle est là. Et donc, tu n'as pas fait un aller et un retour en train ou je ne sais quoi? Il y a eu des portions de train. Oui, par exemple, de Laponie, je suis redescendue jusqu'à Helsinki en train. Parce que c'est bon, lac-forêt. On a compris, les mecs, je venais de m'en taper 1000 bornes. Faut quand même pas déconner, quoi. Ouais, c'est pas très varié. Une rencontre en particulier, à part le Père Noël? Le Père Noël. Après, il y a les rencontres que je fais sur la route. Sur le dernier voyage, il y a eu Aurélie et Coco, qui sont un couple de Malouins, du coup, de Saint-Malo, que je rencontre à Riga, en Lettonie. Alors, en fait, Coco, il me suit sur les réseaux, il me suit sur Instagram, et il m'envoie un message en me disant « Hey, Tata,
on se rend compte que tu vas arriver en Lettonie et nous on y est aussi et franchement on a trop envie de te rencontrer, tu nous fais trop marrer sur tes vidéos et tout machin. Moi je les connais pas du tout. Bah carrément, s'il faut aller boire un coup, on va peut-être se forcer, y a pas de problème. Donc je les rejoins donc à Riga en Lettonie. Et puis donc du coup on va boire une bière machin et ils me disent bah tu dors où ce soir? Je dis bah j'en sais rien, faut que je me trouve une forêt ou je sais pas quoi. J'ai fait une demande de warm shower. Donc le warm shower c'est un site qui permet d'être hébergé gratuitement chez l'habitant que j'utilise à 80% du temps. Hein. Je suis quasiment tout le temps hébergé moi pendant mon voyage. Et Aurélie et Coco me disent ah bah oui bah nous on a trouvé un hébergement et tout machin. Et je leur dis mais chez qui? Bah en warm shower. Mais chez qui? Bah chez Jonas. Putain, mais c'est vous les connards En fait, Jonas m'a répondu 2 jours avant en me disant bah désolé, j'ai déjà quelqu'un. Ah Mais oui. en fait, c'est vous en fait le quelqu'un. Bah ouais. Je dis bon, qu'est-ce qu'on fait du coup Est-ce qu'on dit qu'on se connaît et on négocie que je dorme par terre dans la chambre? Effectivement, du coup, c'est ce qu'on fait. Moi par terre sur mon matelas, eux dans un lit, etc. Et du coup, naît une super amitié. On va se retrouver quelques jours plus tard à Vilnius parce qu'ils pédalent dans la même direction que moi. Et on va se retrouver, 1 mois plus tard, en République tchèque, à Prague. Pareil, ils sont dans la même direction. Et du coup, bah, hop, rebelote, on se retrouve. Enfin, et ça a été vraiment une super belle amitié. On s'est contacté tout le long du voyage pour dire, ah bah attention, moi je suis passé par là, fais gaffe, le chemin il est pourri, machin, etc. Puis ouais, il y a eu une vraie relation de bienveillance, etc. Puis ils ont plus ou moins l'âge de ma nièce. Donc, ça me faisait marrer qu'ils m'appellent Tata, parce que c'est vraiment, effectivement... Justement, je voulais te demander, pourquoi Tata? Bah, j'ai que des neveux. J'ai pas d'enfants. Non mais oui, mais ton entourage t'appelle en fait. Mes neveux m'appellent Tata Alex. Oui. Donc, et donc, mais comment t'es venue l'idée de qu'on t'appelle aussi, voilà, sur les réseaux sociaux? Après, les gens m'appellent Tata, mais il y a même des gens de 70 ans qui m'appellent Tata. Enfin, voilà. Donc c'est pas si commun. Très curieux, quoi. Mais oui, mais voilà. Parce que l'idée de base sur les réseaux, en fait, c'est pas pour les gens, en fait, c'est vraiment pour mes neveux, en fait. Et l'idée d'écrire les livres, les aventures de Tata Alex, c'est aussi pour mes neveux, parce que comme j'ai pas d'enfants, pour l'instant. J'ai pas dit mon dernier mot. J'espère bien que, d'ailleurs, avis à population, s'il y en a un qui m'écoute, voilà. Mais j'ai toujours eu une envie d'enfant et j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants, mais malheureusement, j'ai pas eu l'opportunité. Et en fait, si la vie fait que j'ai pas d'enfant, je vais disparaître sans laisser de traces. Et en fait, moi, ça me fout une angoisse pas possible. Je pense que le cancer aussi a joué là-dedans, hein. L'idée de se dire, putain, je vais disparaître et qu'est-ce qui restera de moi, en fait, quoi. Et du coup, les livres, c'est les aventures de Tata Alex parce que ils sont tous, c'est un large panel. Hein, ils sont 8, mes neveux, et ça va entre 25 et 5 ans. Donc en fait, le dernier de 5 ans, il saura pas forcément qui je suis, surtout qu'il habite à Tahiti, donc globalement, il me voit pas souvent. C'est pas la même chose que Mélissa qui a 25 ans et qui est née, j'avais 13 ans. C'est presque ma sœur en fait, quoi. Donc, donc elle, ok, elle aura peut-être une idée à peu près de mon caractère, de ce que je vis, etc. Mais Raphaël. Qu'est-ce qu'il saura de cette tante avec qui il a 30 ans d'écart, etc. Et en fait, moi, j'ai des tatas, j'en ai 4. Je sais pas qui elles sont. Enfin, je les connais, machin, mais comment elles vivent, qu'est-ce qu'elles pensent, quelle est vraiment leur manière profonde de penser, etc. Comment elles ont vécu telle situation. Donc, c'est vraiment de la transmission avant toute chose. Après, effectivement, les gens qui m'ont suivi m'appellent tous tata parce que bon, oui, du coup, par la force des choses, ouais. Mais la base de la base, c'est vraiment mes neveux. C'est vraiment à mes neveux que je m'adresse, quoi. Je veux qu'ils sachent qui je suis, parce que c'est mon seul lien, entre guillemets, maternel que je peux avoir, quoi. Donc, c'est important, quoi. Mais au-delà de laisser, je veux dire, de transmettre à tes neveux, c'est aussi tu vas laisser une trace dans tous les cas. Je suis pas édité, tu vois, je suis pas Guillaume Musso, mais bon, au moins, il y aura au moins quelque chose de physique qui reste, quoi. C'est ça. Et ça, c'est important. Ouais. Pendant ton voyage, quelle fut l'expérience la plus agréable? C'est toutes les rencontres. Toutes les rencontres. De toute façon, c'est le ciment du truc, quoi. Enfin, je veux dire, je me mets au vélo à partir d'une rencontre. Et après, c'est ce qui me tient dans tous les voyages, en fait. C'est que je suis hébergée 80% du temps chez l'habitant, mais c'est pas un hasard. C'est que j'adore parler avec les gens, j'aime bien savoir ce qu'ils font. Et tu vois, là, je te disais, je veux que mes neveux sachent qui je suis. Et moi, j'ai envie de savoir les gens, c'est qui, pourquoi t'habites comme ça, pourquoi t'as fait ce choix de vie, pourquoi machin. C'est l'humain, c'est quand même un être qui est hyper intéressant. Après, t'as des humains où tu te dis, oh putain, courage Fillon, vivement que ce soit demain matin et qu'on se casse parce que. Mais en même temps, c'est ça qui est riche. Oui. C'est que des fois, tu te retrouves chez des gens qui t'auraient clairement pas du tout fait la démarche d'aller côtoyer parce que. Des complotistes, par exemple. Tu dis, moi, là, les complots, la Terre est plate, tout ça, très peu pour moi, merci. Ma foi, des fois, tu fais des demandes chez des gens, tu sais pas qui est derrière, puis quand tu parles à l'apéro, t'es là, oulalalala. En même temps, c'est hyper intéressant aussi d'avoir leur avis, ce qu'ils pensent vraiment, etc. Ouais. Donc, les meilleurs souvenirs, c'est ça, en fait. Hein, c'est ces rencontres bienveillantes. Avais-tu un handicap lié à tes opérations ou traitements qui ont rendu tes voyages difficiles? Pas difficile, mais il y a eu des moments où ça a été un peu plus compliqué, par exemple en
en Toscane. Et bah, du coup, je me suis retrouvée dans une côte de 5 km à 20%. Wow, Et genre, ouais. à galérer, quoi, à démarrer complètement à plat, sans élan, sans rien. Et tu te dis, putain, ça va être super long. Et du coup, j'ai mis 3h30 à pousser, parce que bien sûr, j'ai pas pu faire autrement que de pousser. À pousser un vélo qui fait 17 kg tout nu. Faut rajouter à peu près 20 kg de chargement. Donc, tu te retrouves à pousser 40 kg. Sachant que le port de charge lourde chez quelqu'un qui a eu un cancer, c'est pas génial. Hein. Je me suis pas loupé. Le lendemain, du coup, j'avais les épaules complètement engourdies. Je m'étais coincé un nerf, etc. Et ça, c'est la limite, en fait. C'est parce que, effectivement, au niveau du poids, bah, je peux pas pousser mon vélo, etc. Je peux me foutre en galère. Même le porter, c'est hyper compliqué. C'est hyper rare. Ça a dû m'arriver 4 fois dans le voyage d'être vraiment, vraiment en galère. Bah, après, ouais, il y a le fait de devoir prendre ce putain de médicaments tous les jours. Ça fait vraiment chier, quoi. C'est la limite, ça a été dans le temps. Tu vois, ça m'a forcé à revenir au bout de 6 mois. Il y a le médicament, il y a la mammo annuelle, il y a l'IRM annuel, et si tu le fais pas, bah après tu te fais griller. Et, putain, Dieu sait que c'est compliqué de choper une mammo, une date, etc. T'as pas trop intérêt à t'amuser à décaler tes rendez-vous. Donc ça, c'est quand même très chiant, quoi. Bon, après, il y a pire. Hein. L'expérience la plus désagréable pendant ton dernier Difficile, ça. La plus désagréable. ou la plus éprouvante, la plus. Bah, là, typiquement, la côte, Ouais. ça m'a pas du tout fait marrer. Après, il y a eu aussi cette journée au Pays de Galles, où du coup, j'ai ramassé de la flotte plein la gueule de 8h jusqu'à 20h. Putain, mais c'était un sketch, quoi. J'ai l'impression que quelqu'un jetait des seaux d'eau par les nuages, quoi. Mais putain, mais c'est une blague. Vraiment, le cliché de l'Angleterre et du Pays de Galles, alors, c'est magnifique, hein. Le Pays de Galles, c'est superbe, ça fait partie de mon top 3. C'est vert, hein, mais pour que ce soit vert, il faut qu'il pleuve. Il n'y a pas de secret. Hein. Putain, mais quelle galère à vélo. Puis en fait, je me suis retrouvée à... comme je suis arrivée par l'Irlande, du coup, j'ai pris le ferry et j'ai dû traverser le parc national de Snowdonia. Je connaissais pas du tout. Hein. Je savais pas du tout que ça existait. Putain, c'est tellement beau. C'est d'une splendeur incroyable. Mais bien, c'est tellement éprouvant, quoi. Tu te tapes une côte, tu te dis, bon, allez, le bout de la côte est là, t'arrives en haut de la côte et tu réalises qu'en fait, derrière, c'est pas une descente, c'est encore une autre côte qui était cachée, en fait, que tu voyais pas. D'accord. Et comme ça, 3 fois de suite. Ok. Putain. Et je voyais des mecs qui passaient à vélo, tu vois, en vélo de course, quoi. Des mecs qui devaient être, je sais pas, à 5 à l'heure. J'étais là, mais j'ai aucune chance. Même ces mecs-là, ils sont en train de trimer. Moi, comment tu veux, avec mon vélo à 40 kilos, que j'arrive à avancer, quoi. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à galérer comme jamais toute cette journée-là. J'ai dû faire en plus 70 ou 80 bornes. Donc, en fait, la journée était interminable. Et puis je dormais chez un gars ce soir-là. Puis à 20h, il m'envoie un message, il me dit « Ça va ?» J'ai dit « Ouais, il me reste 5 km, mais je suis trempée jusqu'aux os, j'ai hyper froid. » Et je suis au bout de ma vie, en fait, quoi. Donc, je dis « M'attends pas avant 1h, quoi, parce que j'avance à rien, quoi, clairement, quoi. » Et il me répond « Tu veux que je vienne te chercher ?» J'ai dit putain oui. Alors mais là j'ai failli m'asseoir par terre et me mettre à pleurer, quoi. Le message m'a fait tellement plaisir, j'étais là mais trop, quoi, mais juste trop. J'arrive avec un porte-vélo, j'étais là, en plus il va pas me niquer mon vélo dans son coffre, c'est génial. Et ça a été vraiment, alors la journée était vraiment hyper éprouvante et le fait de me retrouver chez David qui m'avait acheté un fish and chips, tu vois déjà la joie, quoi, de bouffer un fish and chips en Angleterre, c'est la base, quoi, tu vois. Et que David me dise après, je suis désolé, j'ai pas de douche, tu vas être obligé de prendre un bain, je suis béni. Et c'est ça qui est ouf, tu vois, dans le voyage à vélo, Oui. c'est que tu vas taper des trucs, mais la côte en Toscane, là, cette côte de merde, là, pendant 3h30 à en chier, j'ai prié dans ma tête pour que n'importe quelle bagnole passe et que je fasse du stop et que je foute mon vélo dedans. Ça n'est jamais arrivé. Pendant 3h30, j'ai vu aucune bagnole. J'arrive en haut de cette putain de côte, là, de 5 bornes, et là, dans un bled paumé au milieu de nulle part, un resto ouvert à 14h. Et donc, du coup, je me tape, là, après 3h30 de côte, des pâtes au pesto, un tiramisu au milieu de nulle part. Je dis, mais putain, des fois, t'as des oasis dans le désert, ça vaut quand même le coup d'en chier. Alors, des fois, tu te dis, bon, alors c'est quand, là, que j'arrête d'en chier, parce que ça devient très très long, là, pour le coup, mais... Et ça se vérifie quasiment à chaque fois. Je sais pas, c'est une vue de l'esprit, hein, aussi, hein, clairement. Te dire, ah bah ok, j'en ai chié, mais derrière, il va forcément se passer un truc bien. Pareil avec le cancer, quoi. J'en chie. Felipe arrive et te donne une perspective complètement différente, quoi. C'est quasiment systématique, hein. Il t'arrive un truc de merde, derrière il va t'arriver un truc de ouf. C'est quasiment sûr. C'est montagne russe. C'est ça. Ouais. C'est ça. Derrière chaque côte, il y a une descente. Hein. C'est ça, exactement. Ouais. Mais après, c'est une vue de l'esprit. T'as d'autres gens qui vont se dire, ah bah il va y avoir un truc bien, donc forcément il va y avoir un truc de merde. Oui, ou au contraire, j'aime le 203. C'est ça. C'est ce genre de truc. C'est ça. Mais moi, je me suis découvert assez optimiste. Je pensais pas que j'étais assez positive là-dessus, de me dire, ok, j'en chie, mais là, il va se passer un truc, c'est sûr. Oui, c'est le principe, on va dire, de tous les voyages comme ça, où tu voyages avec peu de choses, dans l'inconfort. Donc un bain, moi, une baignoire, là, un bain moussant, c'était juste la résurrection, quoi. C'est génial. David, à deux doigts de l'épouser, quoi. Enfin, là,
Putain, le fish and chips combiné à un bain, franchement, c'est Il merveilleux. y a quoi. plein d'ouvertures là. Elle épouserait. Mais oui. Oui, mais il n'était pas d'Amérique du Sud. Non, ça a été anglais. On n'est pas du tout dans le même. Mais why not, hein. Après tout, c'est plus proche. On sera moins chiant pour se déplacer, quoi. C'est ça. Est-ce que tu envisages de continuer le voyage à vélo ou quels sont tes projets à ce niveau-là? Ben, ça a continué. Hein. Du coup, alors après le gros voyage de 2022, j'ai fait un plus petit voyage parce que mon papa était malade après. Donc j'avais plus trop la fougue pour repartir. Donc j'ai fait un petit voyage en 2023 de 800 km jusqu'à Crozon, donc une petite quinzaine de jours. Je suis reparti cet été, alors 5 jours avec ma nièce. Du coup, ça c'est la suite de la transmission. Ah. Ouais, là on continue la transmission. Donc là ma nièce, du coup la sœur de Raphaël qui habite aussi à Tahiti, donc du coup qui n'ont pas de piste cyclable, ils font pas de vélo. Hein. Et ça a été un challenge en fait de partir déjà avec un enfant et de partir avec ma nièce parce que ma sœur avait pas du tout confiance. Elle me disait non mais elle va pas y arriver, tu te rends pas compte, elle est pas du tout sportive. Quel âge? Je sais pas si 9 ans. 9 ans. Puis ça me faisait marrer parce que moi j'avais déjà entendu ça quelque part. Ouais. Alex non plus, elle est pas sportive. Je te rappelle que je vois pas le rapport entre le sport et le vélo voyage. Je vois pas le lien perso. Il y a plus de plaisir et de kiff. Et puis on n'est pas là dans la compète. Je vais pas la forcer à faire du 20 km/h quoi. Et ça s'est hyper bien passé. On a fait 170 km en 5 jours. On est allé jusqu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On a pris du kiff à fond. On s'est arrêté partout pour bouffer des glaces, bouffer des bonbecs, bouffer du chocolat, dans des campings avec des habitations insolites, etc. C'était vraiment trop cool. Et je pense que ça va nous. Enfin, clairement, c'est un souvenir qu'on va chérir toutes les deux, quoi. C'est sûr. C'est hyper riche. C'est un vrai cadeau qu'on se fait toutes les deux. Donc, la suite, ça va être de les prendre les uns derrière les autres pour les emmener, là, tous les cocos. C'est génial. Idéalement. Donc, normalement, je devrais partir avec mon neveu prochainement. Si tu devais convaincre une personne atteinte d'un cancer de faire la même chose que toi, que lui soufflerais-tu? Bah, je dirais, le premier coup de pédale, c'est le plus difficile, mais que ce soit pour la même personne qui a un cancer ou n'importe qui d'autre. Hein. Oui. Parce que j'en rencontre beaucoup, moi, des gens qui n'ont pas de cancer et qui me disent je rêve de faire la même chose que toi. Mais en fait, c'est juste que les gens, ils n'ont pas Mais même moi, hein, j'avais peur de partir. Enfin, je veux dire, les gens, ils n'ont pas le courage de partir. Mais moi, la première, quand je suis partie en 2021 en direction de la Roumanie, je suis partie avec un patch auto-chauffant dans le bas du dos. Je m'étais bloqué le dos. J'avais une sciatique. Enfin, j'étais tellement stressée. J'avais entendu tellement de trucs. Tu vas te faire bouffer par des chiens. Tu pars en Roumanie. Tu vas voir les Roms, machin, etc. Putain, mais t'entends des trucs. T'es là, putain. Ça te stresse trop, quoi. Et en fait, le premier coup de pédale, le premier virage en partant de la rue, putain, j'avais plus mal au dos. Dès le lendemain, j'avais viré le patch auto-chauffant, c'était réglé, quoi. J'étais juste hyper stressée. Et dès le premier soir, en fait, de me rendre compte, non, mais en fait, les gens sont hyper cool, hyper bienveillants. Puis en fait, quand les gens ils te voient à vélo, ils sont hyper, c'est super. Ça. Avec ma nièce, là, cet été, putain, tout le monde applaudissait ma nièce. Il y a des gens qui littéralement l'applaudissaient sur le bord de la route. Ah ouais. C'est bien ma cocotte, en plus tu portes tes sacoches. Enfin, elle, ça l'a vachement porté, quoi. Mais les adultes, c'est pareil. Ah oui, c'est vrai que quand tu débarques avec ton vélo, où que tu ailles, c'est Hyper impressionnant. hyper impressionnant. Et en Italie, c'est vraiment, ouais. tu te fais applaudir aussi. Bravo, vaille, les mecs sont au taquet. Donc ouais, non, je dirais, pour n'importe qui, premier coup de pédale le plus difficile, mais oser, quoi. Faut vraiment oser. Hein. Mais alors, je demandais par rapport aux personnes atteintes d'un cancer parce que parfois, quand tu as des douleurs ou des problèmes, c'est pas des neuropathies par exemple, tu vois, liées à des chimios, il y en a qui peuvent se dire, ça va, c'est pas pour moi, je peux pas parce que j'ai mal là, parce que j'ai tel problème là, etc. Tu vois. Ouais. Après, faut oser aussi. Je veux dire, les neuropathies, je sais ce que c'est. Franchement, j'en ai pas fait de vélo pendant que j'avais des neuropathies. Faut tenter. Tu tentes sur une journée, tu vois comment ça se passe, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'activité physique, ça reste quelque chose d'hyper important dans ton antirécidive. L'hormonothérapie, c'est très bien. Hein, ça te baisse, je crois, de 30% le risque de récidive pour le cancer du sein, toujours. Tu cumules avec l'activité physique. Oui. L'activité physique, c'est un truc de ma boule, quoi. Enfin, nous, on est quand même dans une génération et dans une époque maintenant où on nous explique par A plus B que l'activité physique est hyper importante. Déjà, ne serait-ce que juste pour bien vieillir. Putain, mais faut bouger, quoi. Même marcher, tu veux pas faire du vélo, mais tu marches. Je vais Alors, oui, il faut qu'on avance parce que j'ai encore plein de questions. Et puis moi, je suis bavarde. Hein. Faut pas trop me chatouiller. Hein, donc, Pour ton 3e voyage, tu as choisi de récolter des fonds pour sensibiliser à la lutte contre le cancer. À qui et pourquoi ce choix? Alors, tous les voyages. Tous les voyages. Tous les voyages ont été cagnotés de l'argent. En fait, le système, c'était... alors, le premier voyage en 2020, c'était 100%. Reversé à l'association Ma Parenthèse qui est à côté d'ici, qui est une association qui fait du soin de support, qui accompagne du coup les femmes atteintes globalement c'est les femmes atteintes de cancer. Maintenant je crois qu'elles ont ouvert aux hommes aussi. Je crois que tu payes 25 € l'année, puis tu vas faire du yoga, du pilate, de la socio-esthétique, etc., des conférences, machin. Donc la première année en 2020, ça leur a été reversé 100%. 2021, quand je suis partie beaucoup plus loin. Donc 60% pour la logistique du voyage, 40% pour l'association Ma Parenthèse.
Et enfin, en 2022, du coup, j'ai gardé le même système, mais j'ai reversé à la recherche pour le cancer. En fait. Ah oui. Littéralement, j'ai reversé à Gauduchot, en fait, qui est donc mon centre cancérologique. À Saint-Herblain, ouais, qui est centre de recherche pour l'Ouest de la France. Avec l'importance, enfin, les soins de support, très bien quand on est dans la maladie, mais en fait, pour moi, le vrai fond du problème, c'est la recherche. Tant que tu ne feras pas avancer la recherche, tu guériras pas la maladie. Et en fait, le fait est qu'en 2022, déjà en fin 2021, mon papa a été diagnostiqué d'une leucémie. Voilà, pour moi, tous les cancers ont besoin d'avancer. Et pendant mon voyage de 2022, j'ai perdu 2 copines, d'un cancer du sein et d'un cancer de l'estomac. Je me dis, mais en fait, ça, c'est juste plus possible. On peut plus mourir à 40 ans en 2024. Jeune, du coup, aussi, ouais, c'est ça. 37 et 40 ans. C'est de plus en plus jeune en plus, quoi. Donc, ouais, là, il y a une urgence de nourrir la recherche, puisque le gouvernement ne le fait pas, clairement. Donc, en France, on considère que c'est pas très important, la recherche. Un truc de ouf. C'est pas pour rien que tous les chercheurs de France se cassent aux 4 coins du monde. Hein. Donc, s'il y a moindre mesure, nous, on peut faire avancer, avec des petits 1000 ou 2000 euros, on y va, quoi. C'est tout à ton honneur. On fait ce qu'on peut, quoi. Juste, où est-ce qu'on trouve tes livres pour quelqu'un qui a envie de se procurer? Alors j'ai un site internet, du coup, j'ai répertorié tous mes points de vente. Ouais. Parce que il y en a un petit peu partout. Et en ligne. Tu peux les acheter en ligne. Ouais. C'est disponible sur mon site internet adventuresoftatalex.com. D'accord. Je noterai ça, du coup, dans la description. Et ça paraît être la fin, mais c'est pas la fin. Hein. Non, j'ai bien compris. C'est vrai que tu m'as dit il y a 3 secondes, j'ai encore du... Oui, les cœurs de la matière. Et les films Alors, le film 1, donc sur la Roumanie, que du coup je diffuse beaucoup moins maintenant en conférence, est dispo en lien sur YouTube sur ma chaîne, Adventures of Tata Alex. Le film 2, du coup, est toujours présenté en conférence, donc il est sur un lien privé. Donc il n'y a que les personnes du coup, qui ont le tome 2 qui peuvent l'avoir. Le lien est à la fin du livre. D'accord. Il y a les 2 liens en QR code, etc. Okay. Il sera en lien privé public un jour, quand j'aurai fini. Quand 750 personnes auront fini de m'acheter mon livre, là, je pourrais balancer, j'aurais fini mes stocks et je pourrais passer à autre chose. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas commercial, du coup, si je le mets publiquement. Donc, comme je le vends dans des conférences, etc., évidemment, ouais. Pour l'instant, il est en privé et il est offert, du coup, aux gens qui ont le livre. D'accord. Alors, on va passer à la deuxième partie, qui est plus un peu portrait chinois et pas que. Ah, très bien. C'est bien, on va apprendre plein de choses. J'ai hâte, on y va. Si ta résilience était une personne et ou un animal. Ah ouais, d'accord, je vois le genre. Tu vois le genre. Moi, je pense à quelqu'un. Moi aussi. En fait, le truc, c'est que j'en ai 2. En fait, j'ai évidemment Felipe qui me sort, puisque enfin voilà, c'est quand même lui qui m'a lancé là-dedans. Donc évidemment, c'est le premier auquel je pense. Et en même temps, en fait, le truc, c'est que j'ai fixé le mur et que sur le mur, je vois ma mère et que sans ma mère, moi, j'habite chez ma mère en fait. J'habite chez mes parents. Et en fait, putain, mais heureusement que j'étais pas toute seule dans la maladie, quoi. Heureusement que j'habite. Enfin, tu vois, la question se pose, tout le monde me dit, mais Alex, t'as 40 ans, t'es encore chez ta mère. Et, format occidental, hein, il faut absolument avoir quitté sa mère à 40 ans, sinon c'est mal. Hein, tu vis dans le péché, etc. Je n'arrive pas bien à comprendre pourquoi on doit tous vivre seuls dans des baraques séparées. Écologiquement, je trouve que c'est une aberration. Enfin bon, bref. Et surtout quand t'es malade, mon vieux, tu vois, là, typiquement, mon opération avait lieu la semaine dernière, elle était pas là. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. D'habitude, elle est toujours là. Je peux te dire que j'ai pas rigolé, quoi. Heureusement que j'ai des voisins hyper bienveillants, des copines qui sont passées, etc. Mais n'empêche que maman dans la maladie, ça a été ma meilleure aide-soignante, quoi. Elle a fait mon infirmière, elle a pris soin de moi comme personne. Enfin, donc oui, Felipe, effectivement, a insurgé l'idée d'un objectif et qui m'a permis d'aller de l'avant. Mais ma mère, ça a été un soutien quotidien, quoi. T'as le droit d'avoir 2 personnes. C'est ça, sympa. Ouais. C'est une dérogation pour toi. Si ta résilience était un objet. Ma résilience était un objet... un vélo, hein, forcément. Ah oui, forcément. What else? Si ta résilience était un lieu, un paysage. Pour toi, c'est particulier, t'as le droit à une dérogation. Je vais pas te dire l'Europe en entière, mais... Peut-être. Ouais. Pourquoi pas. Parce que, en fait, dans les tours d'Europe, il y a un pays où je suis revenue à chaque fois. Parce que j'ai adoré ça, c'est l'Italie. Clairement. Pour les gens, pour la gastronomie, pour les paysages, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment... culturellement, c'est vraiment assez intriguant, hein, comme truc. Hein. Donc l'Italie, ça a été un pays dans lequel j'ai voulu revenir à chaque fois. Et je pense aussi à la forêt de Brocéliande. Parce qu'en fait, c'est le premier voyage que j'ai fait quand j'ai pu partir. D'accord. Tu vois, après les chimios, en fait, où on a pu... on m'a dit, voilà, t'as une fenêtre thérapeutique, crac, t'as 1 mois, tes chimios viennent de se terminer, dans 1 mois, on t'enlève ton sein. Tu fais ce que tu veux pendant 1 mois, on va pas te faire chier. J'ai dit à ma mère, on se casse dans la forêt. Ça a été le premier truc instinctif où je me suis dit, putain, j'ai besoin de la forêt, quoi. Des arbres, des trucs qui vivent, marcher dans la forêt, etc. De l'oxygène, quoi.
C'est le premier truc que j'ai fait. Et après, j'ai fait mon voyage de 3 jours sur la Loire à vélo, etc. Et c'est vrai qu'instinctivement, je trouve que la forêt, c'est hyper ressourçant. Et à la fin de tous les traitements, août 2019, je suis partie 3 mois en Inde. Ah oui. Parce que j'avais besoin de complètement repartir en arrière. Et du coup, j'ai fait tous les jours du yoga, des soins ayurvédiques, etc. J'étais fille au père. C'était hyper cool. Si ta résilience était un livre et ou un film et ou un documentaire. Bah, c'est tout vu. Adventures of St. Alex, bien Évidemment. sûr. C'est écrit, c'est acté. T'as ton propre film, quoi. Ouais. Et ton propre livre, quand même. Ouais, ça, c'est cool. Ouais, ça c'est quand même cool au soi. Ouais. T'as eu cette sensation, justement, que ça t'a permis, au-delà du voyage en lui-même, de poser des choses comme ça, ça a été... Disons que quand tu perds ta mémoire et ta concentration, c'est quand même bien d'avoir un truc qui est tracé, qui est écrit. Même moi, des fois, quand je mets le nez dedans, je me dis, je me rappelais plus de ça. Puis il y a eu aussi le côté te dire, putain, on vit quand même une époque formidable où n'importe qui peut écrire un livre. C'est quand même assez cool, quoi, de pouvoir s'auto-éditer. Et mon papa l'avait fait il y a quelques années, il y a au moins une dizaine d'années, etc. Il l'avait fait surtout pour lui, pour se libérer d'un burn-out qui avait été compliqué. Donc il y a aussi eu le côté un petit peu fierté de dire à papa, regarde, moi aussi je peux le faire. Et je sais, quand il était vivant, quand je revenais de conférences, etc., à chaque fois il me disait, alors t'en as vendu combien alors? C'était vraiment hyper intriguant pour lui de se dire, putain, ça marche, quoi, c'est bien. Il y a eu aussi ça, en fait, le fait de se dire, je l'ai pas fait dans ce sens-là en me disant, je vais faire comme papa, mais après coup, je me suis dit, en fait, moi qui croyais qu'on était quand même pas hyper proches et toujours un peu dans le conflit, machin, mais en fait, on se ressemble grave, quoi. En fait, on a trouvé le même outil de décharge, quoi. C'est assez ouf. Ah, c'est sympa, ça. Ouais. Donc, si ta résilience était une activité... les vélos. On le sait, le vélo. Ouais, c'est un très bel outil. Si ta résilience était un rituel... Instinctivement, je te dirais le massage. Je me masse pas, mais je sais que... Enfin, j'ai ma kiné depuis 5 ans. Et je pourrais pas... Enfin, elle a été en arrêt, là, pendant 1 mois et demi. J'ai dit, mais bon, voilà, tout le monde doit être en arrêt. J'ai dit, je sais bien que t'as pété un câble, machin, etc., et que t'étais mal dans ta peau, machin. Mais je dis, sache qu'en fait, t'es primordial dans ma vie, quoi. Dès que je m'arrête de masser, il y a des trucs qui vont pas. Et la preuve en est, tu vois, dans le sein qui a été réduit, il y a des trucs qui vont pas. Le massage, pour moi, c'est primordial, en tout cas, sur la guérison, etc. Ça t'aide vraiment. Ouais. Et mais même pour la tête, quoi. Enfin, elle a massé le sein, bien sûr, etc., la mobilité du bras, tout ça. Et elle me fait des massages, là, tu sais, là, dans la nuque, là, où elle passe ses poings comme ça, là. Ouais. Oh, putain. Et puis ça, là aussi, là, des fois, elle vient me tirer le gras de la joue, là, vers le bas. Oh, putain, c'est tellement relaxant, c'est incroyable. Ouais. C'est vrai que le massage, en résilience, c'est reprendre, tu sais, un peu contact avec le corps et tout, machin, tu vois, même en perte de féminité, c'est pas mal, je trouve. Après, faut-il trouver la bonne. Si ta résilience était une phrase et ou une citation et ou une blague. C'est l'histoire de Toto. Non, c'est un truc complètement con. Ouais. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut garder l'équilibre, il faut continuer de rouler, quoi. Ah oui. Tu vois, c'est un petit peu... Mais de qui était celle-là? Einstein, non, c'est pas ça ou... Peut-être, ouais. Je sais plus. Elle est drôle, elle est drôle. Non, mais elle colle bien, quoi. Ah ouais, elle colle pas mal, ouais. Je trouve que finalement... Il y en a d'autres, dans mon livre, j'en ai mis des citations. Je pense qu'il y en a d'autres qui seraient bien raccord, mais celle-là, c'est la première qui me vient. Alors ça, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu en auras peut-être un autre, mais la phrase ou le mot insupportable. Et ben voilà. Et ben voilà. Ça me saoule. Ah. C'est un truc qui m'insupporte. Alors, mais dit par qui comment? Eh bien, dit dans le contexte où je présente souvent, du coup, mon livre dans des séances dédicaces, etc. Machin, et je crois que c'est une des phrases que j'ai le plus entendues pendant les marchés de Noël la dernière saison. Où du coup, t'es là, voilà, j'ai eu un cancer, donc voilà, après, du coup, je me suis mise au vélo, puis du coup, j'ai parcouru l'Europe, donc voilà, j'ai pédalé, et tu passes, je sais pas, j'en sais rien, on va dire, les 3-4 minutes à expliquer ton truc, puis tu vas le répéter 15 fois dans la journée. Hein. Tu expliques, etc. Et puis les gens sont là, et ben voilà, non, c'est pas ça. Non, pardon, c'est pas ça. C'est toi qui dis, ben voilà. Oui. Les gens me disent, eh ben c'est bien. Et là, tu sens qu'ils en ont absolument mais rien à foutre. Et je trouve que cette phrase, elle est horrible. Eh ben c'est bien, ça me fait vriller, quoi. C'est vraiment, je trouve qu'il y a une espèce d'intonation et de truc du mode de, eh ben c'est bien, eh ben nous on va aller souper, c'est bien, eh ben c'est cool, eh ben c'est... Tu te dis, putain, je viens de tout donner là, en énergie, je viens de te donner 3000%, je t'ai étalé mon truc et tout machin, on peut pas conclure sur, eh ben c'est bien, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Tu vois, tu sens que ils savent pas quoi dire, eh ben c'est bien. Bien sûr, tout le monde ne va pas m'acheter mon livre, évidemment, on est d'accord. Mais je trouve que cette phrase, elle a un côté un peu pas très fun et pas très optimiste, je trouve, et qui a un peu... c'est bien, super. Alors, à l'inverse, la phrase ou le mot qui t'a fait du bien? C'est-à-dire que la phrase qui fait du bien,
Ouais, je suis fière de toi, quoi. De papa et maman. Ouais, ça, c'est... Ouais, pour la fille qui a pas confiance en elle, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça fait du bien. Ouais, c'est important de le... Puis papa l'a écrit. Je l'ai relu il y a pas longtemps, je me suis dit, putain, ça tue quand même, quoi. Ça tue. Parce qu'il le disait pas, en fait. Il le disait pas et il l'a écrit dans ses bouquins, là. Il m'a fait des tomes. Il m'a fait des tomes d'aquarelle. En fait, il me reprenait mes photos de voyage sur les réseaux et il m'a fait chaque jour une aquarelle. Mais c'est génial. Donc là, je l'ai refeuilleté il y a pas longtemps parce qu'on m'a demandé de faire une expo sur certaines de ces aquarelles. Et il y a un livre où il a terminé en mettant merci de m'avoir fait vivre ton voyage par procuration. J'ai pu voyager tous les jours grâce à toi. Je suis fière de toi. Alors, comme il est décédé en plus, il y a, tu vois, moins d'un an, j'étais là. Oh, putain, ça m'a tué, quoi. Tu vois, de le voir écrit vraiment, j'étais là. De la part de tes parents, en fait, il n'y a pas meilleure personne qui pourrait te dire je suis fière de toi, tu vois. C'est le plus beau des cadeaux, il est là. Et puis je te dis, papa et moi, c'était quand même assez conflictuel. C'était hyper compliqué, puis il reste ça, en fait. Il reste 9 tomes d'aquarelle sur tous les voyages que j'ai fait. Enfin, c'est ouf, hein. C'est assez ouf, ouais. Donc, les je suis fière de toi, on les prend. Avant le cancer, tu étais. Après le cancer, tu es. C'est assez bizarre parce que avant le cancer, j'étais quand même dans une dynamique qui était quand même pas si mal. En fait, j'ai quand même l'impression que... ça peut être hyper optimiste, mais j'ai quand même l'impression qu'il m'a quand même volé quelque part des instants de vie, même si j'ai vécu un truc de ouf. Hein. Mais en fait, il a cassé une dynamique... c'est peut-être pas... C'est un mal pour un bien, hein, je pense. Hein, clairement, rien n'arrive par hasard. Elle est là, ma phrase. Rien n'arrive par hasard, c'est comme ça que je conclue mon livre en plus. Ah oui. Ah ouais, je suis persuadée qu'il y a une raison à tout, quoi. Donc, probablement que si j'avais continué dans la même dynamique dans laquelle j'étais auparavant, peut-être qu'il se serait passé quelque chose, j'en sais rien. Peut-être que si j'étais allée en Amérique du Sud, il y a eu une merde. On peut pas savoir. Il se serait peut-être passé un truc. Mais globalement, j'étais pas si mal dans mon corps, même si je reste quand même quelqu'un d'hyper complexé, mais j'ai pris 13 kilos avec le cancer. L'hormonothérapie. L'hormonothérapie, la sédentarité liée à la chimio, à l'ablation du sein, etc., machin, etc. Mais l'hormonothérapie, elle fait hyper mal, ouais. Ça, tu vois, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça, c'est un des effets secondaires qui tue sur l'hormonothérapie, la prise de poids. Et les médecins reconnaissent pas ça comme dramatique, donc voilà. Non, mais vaut mieux prendre du poids qu'en perdre. Oui, merci, connard. Question de point de vue. Donc, sur mon rapport au corps, ça a été hyper compliqué. J'avais quand même quelques petits amoureux, tu vois. Enfin bon, c'était quand même pas mal, quoi. Et donc, il y avait cette dynamique de jeune, en fait, quoi. J'avais 31 ans, en fait, donc j'étais en plein dans le move, quoi. Et en fait, le temps de me relever de tout ça, etc., j'ai l'impression d'avoir... tu vois, mon célibat, j'ai l'impression qu'il me l'a aussi... c'est peut-être un peu lié à ça. Je sais pas, il y a des peurs qui se sont installées, Ça me fait un peu chier, hein, honnêtement. Mais en même temps, on pourra jamais savoir. Et en même temps, sans le cancer, avant, j'étais une fille qui voyageait en avion, et après mon cancer, je suis une fille qui voyage en vélo. C'est quand même hyper cool pour la planète, quoi. Ça, c'est quand même super cool. J'ai trouvé un outil qui me fait du bien, etc. Après, je dis pas que je voyagerai plus jamais en avion. Ma soeur habite à Tahiti. Mais globalement, j'ai trouvé un outil qui m'a fait du bien. J'ai rencontré des tonnes de gens. J'ai découvert mon continent, l'Europe, qui est quand même un putain de terrain de jeu. Franchement, c'est pas la peine de partir à l'autre bout de la planète. Hein. On a quand même un super terrain de jeu autour de nous. Donc, j'ai quand même vécu un truc incroyable, quoi. Et ça, c'est grâce au cancer, parce que sans le cancer, il n'y a pas de Felipe. Sans Felipe, il n'y a pas de vélo. Et sans vélo, pas de voyage de ouf, quoi. Ouais. Donc, ça reste quand même hyper positif. Mais je me demande s'il m'a quand même pas volé quand même 2-3 trucs, quoi. Et on pourra jamais savoir. Non, après tout, voilà, c'est une question de point de vue. C'est ça aussi. C'est ça. Mais... ça se trouve, j'en sais rien. Hein. Je serais tombée dans une crevasse dans le Machu Picchu, j'en sais rien. Je serais cassé la gueule d'une falaise. Il y a forcément une raison si j'y suis pas allée. C'est pour ça que là, avec la fin du cancer, les gens me disent, mais c'est quoi le prochain voyage ? Et je l'ai dans la tête. Hein. Je me dis, putain, l'Amérique du Sud. Je vais reprendre ma vie où elle était. Je suis en train de me laisser pousser les cheveux parce que j'avais les cheveux longs avant mon cancer. Je déteste les cheveux. Je déteste. Ah bon ? C'est l'enfer. Je déteste. T'avais les cheveux longs, mais tu détestes les cheveux longs ? J'avais les cheveux, par là, je crois, d'ailleurs. Voilà. Je déteste. Donc je les laisse pousser parce que je me dis, et pourquoi ? Avant mon cancer, j'étais comme ça. Ah. Donc j'ai envie de reprendre un petit peu ma vie. Ça me chatouille, quoi. Je me dis, putain, c'était comme ça avant, donc peut-être que je devrais me laisser pousser les cheveux et me barrer en Amérique du Sud. Juste pour voir, ça aurait donné quoi, en fait, quoi. Donc en fait, là, je les laisse pousser. Je vais les donner. Je vais les couper. Hein. Je vais les couper, je vais les donner pour faire un don de cheveux. Ça aussi, c'est quand même intéressant de faire des dons de cheveux. C'est quand même sympa de participer un peu au truc. Mais je me tâte, en fait, sur l'Amérique du Sud. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou pas, quoi ? Tu vois. Oui. Est-ce que quelque part, il vaut mieux pas repartir ? Voilà, c'est un truc qui a été avorté. Est-ce que c'était pas... Oui. Et en fait, j'ai moins la fougue aussi sur le voyage. Ah oui. Oui, il y a eu une espèce d'overdose de voyage. Oui, c'est clair. J'ai fait 20 pays en 3 ans. Voilà, oui. C'est ça.
Puis tout est remis en question, quoi. Enfin, je suis à l'aube de mes 40 ans, papa est décédé, bon. Tu vois, ça remet beaucoup de choses en question, quoi. C'est quoi le truc? Puis en même temps, j'ai pas de mec et j'ai pas d'enfant, donc en même temps, qu'est-ce que je vais rester ici à me faire chier, quoi. Enfin, C'est vrai qu'il y a un tournant quand même. il y a un virage. Il y a un virage. Il y a un cap qui est en train de passer. Ouais. Et c'est un peu, c'est pas hyper agréable parce que tu te dis, en fait, c'est quoi la direction? Et c'était exactement pareil pendant le cancer, pendant les chimios. J'ai pas arrêté de me poser la question, mais pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi? Il y a un truc. Est-ce que, peut-être que je vais crever. Dans ce cas-là, voilà, fin du game. Voilà, merci, au revoir. Mais si c'est pas la fin du game, c'est quoi le but? Parce que tu peux pas avoir un cancer comme ça, impunément, en chier grave ta race pour qu'il n'y ait pas de raison derrière et qu'il n'y ait pas un changement. Il doit y avoir un changement, il doit y avoir quelque chose. Il y a quelque chose dans ta vie qui te convient pas. Et ça, il faut le percuter. Et là, le cap, c'est pareil. Je me dis, on part à gauche ou à droite? On fait quoi? Et c'est déstabilisant et inconfortable de pas savoir. Tant que t'es dans cet entre-deux. Ça, c'est chiant, tu vois. Cet entre-deux-là. Si t'avais la fin de l'histoire, ce serait hyper pratique, quoi. Mais bon, c'est pour ça qu'on a aussi hâte d'être à la fin de l'histoire pour se dire, mais c'était ça, en fait, l'histoire. C'était comme ça, en fait, finalement, que ça allait se dérouler. C'est intéressant aussi. On a toujours besoin de trouver un sens. C'est ça, complètement. Mais c'est comme pour le boulot, ce que je te disais. J'ai pas de sens, je m'accroche pas, quoi. Ça marche pas. C'est humain. Si tu étais une recette, je t'ai obligé. Anti-cancer. Mais recette anti-cancer, mais c'est en lien avec ton épicurisme et ta passion pour la nourriture en voyage. Une recette anti-cancer? Non, mais pas au sens propre. C'est-à-dire... Parce que j'étais là, attends, Non. moi je pense tout de suite à du sucre, alors pour le cancer c'est mort, parce que le sucre développe les cellules cancéreuses, donc c'est niqué déjà avec le sucre. Oui, c'est ça. Tant Dieu sait qu'on aime ça, mais... Oui. Une recette ou un aliment? Non, un aliment, peu importe. Parce qu'un aliment, je serais une glace, évidemment. C'est ça. Crème glacée, c'est ça que t'attends comme réponse, évidemment. La meuf qui bouffe une glace tous les 3 jours pendant ses voyages, forcément. Sache que je ne mange pas de glace quand je fais pas de vélo. Non, mais voilà, c'est propre à tes voyages. Il y a un problème, il y a un truc qui se passe sur le vélo ou avec l'effort physique. J'ai envie de bouffer du gras et du sucre. C'est l'horreur. Et j'ai essayé de contrebalancer ça sur mon dernier voyage en Angleterre, là, les 2000 bornes que j'ai fait en 2024, en me disant, on se calme, parce que j'ai quand même pris 5 kilos en 2021, 4 kilos sur chaque voyage. En voyage? Je prends du poids en voyage. Ah oui, c'est vrai que c'est... c'est étonnant. Après, c'est ce que les autres voyageurs me disent, non, mais moi, ça m'est jamais arrivé, mais toi, tu ne prends pas d'hormonothérapie. Donc, ta gueule, voilà. Oui, c'est pas moi, c'est l'hormonothérapie. On se dédouane. Donc j'ai essayé en me disant, allez, on mange des légumes, on se calme, on mange correctement, on y va pas pour prendre du poids. Putain, mais il y a rien à faire, quoi. Au bout d'une semaine, j'étais là, non mais j'ai envie de bouffer du sucre, j'ai envie de bouffer une glace, j'ai envie de manger du gras, j'ai envie d'un beignet au chocolat au Nutella, bien gras, bien... C'est insupportable, quoi. Ah mais c'est vrai que ça donne tellement faim aussi, tu te dépenses comme une malade. Tu tapes dans le métabolisme, donc t'as envie de bouffer, ouais. Mais bon, faudrait manger peut-être, je sais pas, plus sain, quoi. Une escalope de poulet, certainement, plutôt qu'une glace. C'est moins fréquent. C'est moins fréquent sur la route. Si tu étais un personnage fictif, genre BD, série, ce que tu veux... Personnage fictif. À qui tu t'associerais? Je vois pas, je te dirais Wonder Woman, mais j'ai jamais vu un épisode de Wonder Woman de ma vie. Donc, c'est vrai? J'avais vu. Ah oui? Non, c'est pas ma génération. Non, c'est pas grave. Je l'ai pas. Wonder Woman, c'est bien quand même. Je l'ai pas. Ouais, je dis ça parce que j'ai le déguisement, c'est pour ça que je dis ça. Ah, d'accord. Voilà. Non, parce que j'ai vu. C'est pas innocent, hein. Je savais pas que tu avais le déguisement, mais j'ai vu que tu avais le Lego. Bien sûr. De Wonder J'ai Woman. le Lego sur mon vélo, tout à fait. Non, mais j'aime bien le symbole, en fait. Ah, bah oui. Ouais, j'aime bien le symbole, mais je connais aucune histoire de Wonder Woman. Alors, pour la fin, le mot de l'espoir. Eh bien, rien n'arrive par hasard. Parce que clairement, même si t'as un cancer, même si ça paraît, la situation paraît hyper négative, mais il y a forcément un truc, comme je disais tout à l'heure pour mes voyages, il y a forcément un truc incroyable qui va se passer derrière, c'est sûr. Ça peut mettre du temps à arriver et à être clair dans le cerveau, mais c'est pas là par hasard, il y a un signal. Merci Tata Alex d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était un grand plaisir de te rencontrer et d'écouter tes folles aventures et puis surtout ta joie de vivre et ton humour. À bientôt. À bientôt. Merci. Alors avant de refermer cet épisode et cette première saison de l'Écho des papillons, j'avais envie de vous dire quelques mots. Ce podcast, vous l'imaginez, a été une aventure très intense, à la fois humaine, sensible, engagée, mais il m'a demandé aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de présence, et aujourd'hui j'ai besoin de m'accorder une pause. Je vais donc faire une pause de quelques semaines pour prendre du recul, pour réfléchir à la suite et pour voir comment et si une saison 2 peut naître. Le format pourrait donc évoluer, les chemins pourraient être un peu différents, rien n'est encore figé. J'ai besoin de ce temps pour penser les choses autrement, à un rythme plus juste pour moi. Merci à celles et ceux qui ont écouté cette saison, parfois depuis le tout premier épisode. Merci pour votre fidélité, votre présence et vos messages.
Si une saison 2 voit le jour, elle se construira à partir de ce temps de respiration. Vous le savez peut-être, l'an dernier, j'avais imaginé préparer la saison 2 du podcast autour d'un projet de Tour de France à vélo. Finalement, je n'avais pas pu mener ce projet comme je l'avais envisagé, pas du tout par manque d'envie, mais bien au contraire, mais parce que la réalité m'a demandé d'ajuster, de ralentir, d'écouter mes limites. Et il a aussi fallu très concrètement que je puisse gagner ma vie. Et je ne pouvais pas tout concilier en même temps. J'ai donc fait le choix de rester fidèle à ce que j'essaye aussi de transmettre à travers ce podcast, l'importance de respecter son propre rythme. Dernière petite chose avant de vous quitter, je voulais aussi vous dire que je propose en parallèle du podcast des ateliers cuisine saine et anti-inflammatoires ainsi qu'un accompagnement à distance personnalisé. Ces accompagnements sont directement issus de mon propre cheminement et s'adressent à celles et ceux qui souhaitent reprendre du pouvoir sur leur alimentation, que vous ayez un cancer ou toute autre pathologie inflammatoire. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les informations sur mon site les2lduriel.com. Et si ce n'est pas pour maintenant, ce sera peut-être pour plus tard ou bien même pour un proche. À très bientôt!